Dièse chapitre 1, l'enfant des chevaux. Les premières lueurs de l'aube caressaient doucement les vastes plaines de Dombes, créant un tableau paisible où la brume matinale dansait au-dessus des champs. Dans ce décor idyllique, une jeune fille aux cheveux châtains marchait d'un pas assuré vers les écuries. Marie Leclerc, du haut de ses 20 ans, portait en elle un don unique, une capacité extraordinaire à communiquer avec les chevaux d'une manière que personne ne pouvait vraiment comprendre. Depuis sa plus tendre enfance, Marie avait toujours eu cette connexion particulière avec les équidés. Là où d'autres voyaient des bêtes à dompter, elle percevait des âmes sensibles à comprendre. Son père, Émile Leclerc, propriétaire d'une modeste écurie, avait remarqué ce don dès ses premiers pas. Il se souvenait encore du jour où, à peine âgée de 4 ans, Marie avait calmé d'un simple regard un étalon particulièrement nerveux que personne n'arrivait à approcher. Ce matin-là, comme tous les matins, Marie commença sa routine quotidienne, saluant chaque cheval par son nom, prenant le temps d'échanger un regard, une caresse, un moment de connexion pure. Les animaux répondaient à sa présence d'une manière presque surnaturelle, comme si une conversation silencieuse s'établissait entre eux. Les propriétaires des environs parlaient souvent de ce « miracle de Dombes », cette jeune fille capable d'apaiser les chevaux les plus récalcitrants. Par une douce après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans la brise, Marie et son père marchaient le long des prairies qui bordaient leur propriété. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Un magnifique étalon noir, majestueux et solitaire, se tenait à la lisière du bois. Son regard, d'une intensité troublante, semblait fixer Marie avec une intelligence presque humaine. L'animal boitait légèrement, mais gardait une posture fière, comme s'il défiait le monde de remarquer sa faiblesse. Il doit appartenir à quelqu'un des environs, suggéra Émile, mais Marie sentait que quelque chose était différent. L'étalon n'avait ni marque ni harnais, et son comportement trahissait une méfiance profonde envers les humains. Pourtant, il ne s'enfuyait pas devant Marie. Au contraire, il semblait fasciné par sa présence, comme s'il reconnaissait en elle une âme similaire à la sienne. Les jours suivants, Marie ne cessait de penser à cet étalon mystérieux. Elle retourna plusieurs fois à l'endroit de leur rencontre, mais l'animal avait disparu. Cependant, le destin avait d'autres plans. Lors de la grande foire aux chevaux de Lyon, alors qu'elle accompagnait son père pour acheter du matériel d'équitation, Marie reconnut immédiatement la silhouette majestueuse de l'étalon noir. L'animal se trouvait maintenant dans l'enclos de Jacques Martin, un dresseur connu pour ses méthodes traditionnelles et autoritaires. Le cheval semblait agité, ses yeux roulaient dans leurs orbites, trahissant une nervosité intense. Jacques, fier de sa nouvelle acquisition, vantait à qui voulait l'entendre comment il avait capturé ce démon sauvage et comment il comptait le dresser selon ses méthodes éprouvées. Marie sentit son cœur se serrer en voyant la détresse de l'animal. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que cet étalon n'était pas fait pour être dompté par la force. Il avait besoin de compréhension, de patience, et surtout de respect. Cette rencontre allait marquer le début d'une aventure qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi la façon dont le monde percevait la relation entre l'homme et le cheval. Dièse chapitre 2, le défi de Lyon. La foire aux chevaux de Lyon battait son plein, l'air chargé d'une excitation palpable. Jacques Martin, debout au centre de son enclos, dominait la scène de sa présence imposante. L'étalon noir, que Jacques avait surnommé « le diable », tournait nerveusement dans l'espace confiné, ses sabots martelant le sol dans un rythme agité. Marie observait la scène avec une inquiétude grandissante, reconnaissant dans les mouvements de l'animal une détresse profonde. « Mesdames et messieurs », la voix de Jacques résonna dans l'air. « Je lance un défi à tous les dresseurs présents. Celui qui parviendra à monter ce cheval sauvage pourra le garder. J'offre même une prime de 10 000 € à celui qui y parviendra. » Les murmures d'excitation parcouraient la foule, alors que plusieurs dresseurs renommés s'avançaient déjà, confiants en leur capacité. Émile remarqua le regard intense de sa fille fixé sur l'étalon. « Marie, je sais ce que tu penses, mais c'est trop dangereux, murmura-t-il, inquiet. » Mais Marie ne l'écoutait qu'à moitié, absorbée par l'échange silencieux qui semblait s'établir entre elle et l'animal. À chaque tentative infructueuse des dresseurs, le cheval devenait plus agité, plus méfiant, rejetant violemment toute approche. Luc Dubois, un célèbre entraîneur français connu pour ses méthodes progressistes, observait la scène avec un intérêt particulier. Il avait entendu parler de la « fille miracle de Dombes » et quelque chose dans l'attitude de Marie avait attiré son attention. Il s'approcha discrètement d'Émile et de sa fille, observant leur réaction face au spectacle qui se déroulait devant eux. Après la 6e tentative infructueuse, Jacques commençait à perdre patience. Son visage rougi par la colère trahissait sa frustration grandissante.
C'est alors que Marie fit un pas en avant, son cœur battant la chamade mais sa détermination intacte. « Je voudrais essayer », déclara-t-elle d'une voix claire qui porta dans le silence soudain. Des rires moqueurs éclatèrent dans la foule. Jacques lui-même esquissa un sourire condescendant. « Ma petite, ce n'est pas un poney de club hippique. Ce cheval a déjà envoyé 3 hommes à l'hôpital. » Mais Marie ne se laissa pas intimider. Elle s'avança vers l'enclos d'un pas tranquille, ignorant les protestations de son père et les commentaires sarcastiques de certains spectateurs. À la surprise générale, dès qu'elle franchit la barrière, l'atmosphère dans l'enclos changea. L'étalon, qui quelques instants plus tôt semblait incarner la fureur même, ralentit ses mouvements. Ses oreilles, jusqu'alors plaquées en arrière, se redressèrent avec curiosité. Marie commença à lui parler doucement en français, d'une voix à peine audible pour les spectateurs. « Je te connais, murmura-t-elle. Je t'ai vu dans les champs. Tu n'es pas un démon, tu as juste peur. » Pas à pas, elle se rapprochait, maintenant un contact visuel constant avec l'animal. Le silence s'était fait total autour de l'enclos, la foule retenant son souffle devant cette scène surréaliste. Même Jacques avait perdu son sourire moqueur, remplacé par une expression d'incompréhension totale. L'étalon noir s'immobilisa complètement, ses naseaux frémissant alors qu'il humait l'air dans la direction de Marie. Lentement, presque imperceptiblement, il fit un pas vers elle. Puis un autre. La jeune femme resta parfaitement immobile, sa main tendue dans un geste d'invitation. Les secondes s'égrenaient dans un silence absolu, jusqu'à ce que, dans un moment qui semblait suspendu dans le temps, le puissant animal pose doucement ses naseaux dans la paume de Marie. Luc Dubois, qui n'avait pas perdu une miette de la scène, sortit son téléphone et commença à filmer. Il savait qu'il était en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait révolutionner le monde équestre. Dans l'enclos, Marie et l'étalon semblaient isolés du reste du monde, partageant un moment de connexion pure que personne ne pouvait vraiment comprendre. Dièse chapitre 3, une nouvelle direction. La vidéo de Marie et l'étalon noir à la foire de Lyon devint virale en quelques heures. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, partageant encore et encore ces images extraordinaires d'une jeune femme créant une connexion presque mystique avec un cheval réputé impossible à dompter. Les commentaires affluaient du monde entier, mêlant admiration, curiosité et, inévitablement, scepticisme. Dans les jours qui suivirent, la vie tranquille de Marie à Dombes fut bouleversée. Les journalistes locaux se pressaient à la porte de l'écurie familiale, espérant capturer l'essence de ce miracle équestre. L'étalon noir, que Marie avait nommé « Espoir », s'était parfaitement intégré à leur écurie, montrant une docilité surprenante en sa présence, tout en gardant sa fierté naturelle. Luc Dubois, l'homme qui avait filmé la scène, se présenta officiellement à la famille Leclerc une semaine après l'événement. Dans le salon modeste de leur maison, il exposa sa vision. « Ce que vous faites, Marie, ce n'est pas juste du dressage. C'est une révolution dans notre façon de comprendre et d'interagir avec les chevaux. J'aimerais vous proposer de travailler ensemble, de développer et documenter votre méthode. » Émile, assis dans son fauteuil préféré, écoutait attentivement, son regard alternant entre sa fille et le célèbre entraîneur. Il connaissait la réputation de Luc Dubois, son approche progressive et son respect pour les animaux. « Et concrètement, qu'est-ce que cela impliquerait pour Marie ?» demanda-t-il, protecteur. Luc expliqua son projet avec enthousiasme. Il proposait d'installer un centre de formation moderne dans la région, où Marie pourrait travailler avec des cas difficiles tout en formant d'autres personnes à son approche unique. « Nous pourrions révolutionner le monde équestre, » affirma-t-il, montrer qu'il existe une alternative aux méthodes traditionnelles basées sur la domination. Marie écoutait, partagée entre l'excitation et l'appréhension. Son don avait toujours été quelque chose de naturel, d'instinctif. Pourrait-elle vraiment l'enseigner à d'autres? Et surtout, voulait-elle transformer cette connexion pure en quelque chose de commercial? Comme si elle percevait son trouble, Claire Moreau, une célèbre dresseuse traditionnelle, choisit ce moment pour accorder une interview explosive à une chaîne nationale. « Ce qui s'est passé à Lyon n'était qu'un coup de chance », déclara-t-elle avec dédain. « Cette fille n'a aucune formation professionnelle. Elle met en danger la sécurité des gens et des animaux avec ses méthodes non conventionnelles. » Ces critiques, loin de décourager Marie, renforcèrent sa détermination. Un soir, alors qu'elle brossait Espoir sous le ciel étoilé de Dombes, elle prit sa décision. Si son don pouvait aider à changer la perception des gens sur la relation entre humains et chevaux, alors elle se devait d'essayer. Elle accepta la proposition de Luc, mais avec ses conditions.
Les séances de formation se dérouleraient dans leur écurie familiale, préservant ainsi l'environnement naturel qui avait nourri son don. Les chevaux ne seraient jamais forcés, et chaque animal serait traité comme un individu unique avec sa propre personnalité. Le docteur Bernard Rousseau, un éminent chercheur en comportement animal de l'Université de Toulouse, contacta Luc après avoir vu la vidéo. Il proposa de documenter scientifiquement les méthodes de Marie, d'étudier les réactions physiologiques des chevaux pendant leurs interactions avec elle. Nous pourrions enfin comprendre les mécanismes derrière cette communication extraordinaire, expliqua-t-il avec enthousiasme. Ainsi commença une nouvelle phase dans la vie de Marie. L'écurie familiale se transforma progressivement, accueillant de nouveaux équipements d'études et de formation, tout en préservant son atmosphère paisible. Les premiers élèves arrivèrent, certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir, tous curieux de comprendre et d'apprendre cette approche révolutionnaire de la communication équine. Dièse chapitre 4, les défis de la reconnaissance. Les mois passèrent, transformant l'humble écurie des Leclerc en un centre d'excellence reconnu dans le monde équestre. Les résultats préliminaires des études du docteur Rousseau commençaient à révéler des données fascinantes. Les chevaux en contact avec Marie présentaient des niveaux de cortisol significativement plus bas que la moyenne, indiquant une réduction notable du stress. Plus surprenant encore, leur rythme cardiaque tendait à se synchroniser avec celui de la jeune femme pendant leurs interactions. Cependant, le succès grandissant attirait aussi son lot de complications. Claire Moreau, toujours aussi critique, intensifia ses attaques médiatiques. Ces résultats sont biaisés, déclarait-elle lors d'une conférence équestre à Paris. On ne peut pas baser toute une méthode d'entraînement sur le ressenti d'une seule personne. Le dressage est une science précise, développée sur des siècles d'expérience. Un matin pluvieux, alors que Marie travaillait avec un nouveau pensionnaire particulièrement anxieux, une délégation de la Fédération française d'équitation arriva à l'improviste. Il venait évaluer les méthodes du centre suite à plusieurs plaintes déposées par des dresseurs traditionnels. Marie les accueillit avec calme, consciente que ce moment pourrait être décisif pour l'avenir de son travail. Les experts observèrent ses interactions avec différents chevaux, prirent des notes, posèrent des questions techniques. L'un d'eux, particulièrement sceptique, insista pour voir Marie travailler avec un cheval qu'il avait lui-même amené, un étalon réputé impossible à approcher sans sédation. Si votre méthode est vraiment efficace, défia-t-il, prouvez-le avec lui. Luc voulut protester, trouvant le test injuste et potentiellement dangereux, mais Marie accepta le défi. Elle savait que c'était l'occasion de démontrer que sa méthode n'était pas qu'une série de coïncidences heureuses. Pendant plus d'une heure, elle travailla patiemment avec l'animal, utilisant uniquement sa voix douce et son langage corporel apaisant. Le docteur Rousseau, présent ce jour-là, documenta toute la séance. Les changements dans le comportement de l'étalon étaient remarquables. Progressivement, sa posture agressive se transforma, ses oreilles se détendirent, et ses yeux, auparavant pleins de peur et d'agressivité, s'adoucirent. À la fin de la séance, l'animal suivait Marie comme son ombre, au grand étonnement des experts présents. Cette démonstration marqua un tournant. La fédération, impressionnée, décida non seulement d'approuver les méthodes de Marie, mais proposa également d'intégrer certains aspects de son approche dans leur programme de formation officiel. Ce que nous avons vu aujourd'hui, déclara le président de la délégation, pourrait bien représenter l'avenir de l'équitation. Les news de cette validation officielle se répandirent rapidement dans le monde équestre. Des demandes de formation affluèrent du monde entier. Des propriétaires de chevaux difficiles, des centres équestres, même des thérapeutes utilisant l'équithérapie souhaitaient apprendre la méthode Leclerc, comme on commençait à l'appeler. Pourtant, au milieu de ce tourbillon de reconnaissance, Marie restait fidèle à ses principes. Elle refusa plusieurs offres lucratives de grandes écuries qui voulaient commercialiser sa méthode à grande échelle. Ce n'est pas une technique qu'on peut standardiser, expliquait-elle patiemment. Chaque cheval est unique, chaque relation est spéciale. Il faut prendre le temps de construire cette confiance. Un soir, alors qu'elle partageait un moment paisible avec Espoir dans le pré, Marie réfléchissait à tout le chemin parcouru. L'étalon noir, autrefois si méfiant, était devenu son plus fidèle compagnon et un exemple vivant de l'efficacité de son approche. Ensemble, ils avaient prouvé qu'une autre voie était possible, une voie basée sur la compréhension mutuelle et le respect. Dièse chapitre 5, l'épreuve de la tempête. L'automne s'installait sur Dombes lorsqu'une nouvelle inattendue vint bouleverser la routine du centre équestre. Une violente tempête avait frappé la région du parc national des Écrins, laissant un troupeau de chevaux sauvages isolés dans une zone difficile d'accès. Les autorités locales,
ayant entendu parler des talents exceptionnels de Marie, la contactèrent pour coordonner une opération de sauvetage délicate. « C'est différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent », prévint le responsable des opérations. « Ces chevaux sont complètement sauvages, et les conditions météorologiques restent instables. » Marie échangea un regard avec son père et Luc. Elle savait que c'était dangereux, mais elle ne pouvait pas ignorer l'appel de ces animaux en détresse. Une équipe fut rapidement constituée. Le docteur Rousseau insista pour faire partie de l'expédition, voyant là une opportunité unique d'étudier l'approche de Marie dans des conditions extrêmes. Claire Moreau, contre toute attente, proposa également son aide, reconnaissant que dans une telle situation, toutes les compétences étaient précieuses. L'expédition partit à l'aube, sous un ciel menaçant. Le groupe progressait lentement dans le terrain accidenté, guidé par des gardes forestiers. À mesure qu'ils s'approchaient du lieu où les chevaux avaient été aperçus pour la dernière fois, Marie sentait monter en elle une tension familière, celle qui précédait toujours les rencontres importantes avec les chevaux. Ils trouvèrent le troupeau dans une vallée encaissée, une quinzaine de chevaux nerveux, regroupés autour de quelques poulains. Les animaux étaient visiblement épuisés et stressés, certains présentant des blessures superficielles causées par leur fuite pendant la tempête. Marie s'avança doucement, seule, ignorant les protestations de Claire qui jugeait l'approche trop risquée. Elle commença à parler aux chevaux dans ce langage particulier qu'elle seule semblait maîtriser, un mélange de gestes doux et de sons apaisants. Le docteur Rousseau, fasciné, filmait la scène, documentant chaque instant de cette rencontre extraordinaire. Progressivement, la tension dans le groupe de chevaux commença à diminuer. La jument dominante, une magnifique alezane, fit un pas vers Marie, les oreilles dressées avec curiosité. Ce moment de connexion fut interrompu par un grondement de tonnerre menaçant. Une nouvelle tempête approchait rapidement. « Il faut les faire bouger maintenant », cria un des gardes forestiers. « Le chemin va devenir impraticable avec la pluie. » Marie savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses sans risquer de paniquer le troupeau. Elle devait maintenir le lien de confiance fragile qui commençait à s'établir. C'est alors que Claire Moreau surprit tout le monde. Au lieu de contester l'approche de Marie comme elle l'avait toujours fait, elle commença à mettre en pratique ce qu'elle avait observé. Se plaçant stratégiquement, elle adopta la posture calme et respectueuse qu'elle avait vu Marie utiliser tant de fois. Ensemble, les deux femmes, autrefois rivales, créèrent un espace de confiance autour du troupeau. Les autres membres de l'équipe suivirent leur exemple, formant un corridor de sécurité pour guider les chevaux vers un terrain plus sûr. La pluie commençait à tomber lorsque le premier cheval se mit en mouvement, suivi rapidement par le reste du groupe. Le trajet fut périlleux, la pluie rendant le terrain glissant et dangereux. Marie restait en tête, maintenant un contact constant avec la jument dominante, tandis que Claire et les autres sécurisaient les flancs du troupeau. Le docteur Rousseau, trempé mais déterminé, continuait à documenter cette collaboration inattendue entre deux approches qui semblaient autrefois irréconciliables. Diez chapitre 6, l'héritage de l'empathie. Quelques semaines après le sauvetage dramatique dans les écrins, Marie se tenait devant un auditoire international lors d'une conférence sur le bien-être animal à Paris. L'amphithéâtre était comble, rempli de professionnels du monde équestre, de chercheurs et d'amateurs passionnés. Sur l'écran géant derrière elle défilaient les images saisissantes de l'opération de sauvetage, témoignage puissant de l'efficacité de sa méthode même dans les situations les plus extrêmes. Ce jour-là, commença Marie, sa voix douce portant néanmoins jusqu'au fond de la salle, nous avons tous appris une leçon fondamentale. La vraie communication avec les chevaux ne connaît pas de méthode unique. Elle naît de notre capacité à nous ouvrir, à écouter, à respecter. Dans le public, Claire Moreau acquiesçait silencieusement, leur rivalité d'autrefois transformée en un respect mutuel profond. Le docteur Rousseau prit ensuite la parole pour présenter les résultats complets de ses recherches. Les données scientifiques confirmaient ce que beaucoup avaient observé, les chevaux exposés à l'approche de Marie montraient des améliorations significatives non seulement dans leur comportement, mais aussi dans leur santé générale. Plus surprenant encore, les personnes formées à sa méthode obtenaient des résultats similaires, prouvant que cette connexion particulière pouvait être enseignée et reproduite. Dans les coulisses de la conférence, une proposition inattendue attendait Marie. Un consortium international souhaitait créer un réseau de centres de formation basé sur sa méthode. Nous voulons faire de votre approche le nouveau standard en matière de relations homme-cheval, expliqua le représentant. Mais nous respecterons vos conditions. Chaque centre devra maintenir l'essence de votre philosophie. De retour à Dombes, dans l'écurie familiale où tout avait commencé, Marie réfléchissait à cette proposition avec son père. Émile,
observant sa fille devenue une référence mondiale, ne pouvait s'empêcher de sourire avec fierté. Dans le pré voisin, Espoir, l'étalon noir qui avait changé leur vie, gambadait paisiblement avec les nouveaux pensionnaires du centre. « Tu sais, papa, » dit Marie en regardant les chevaux jouer, « je crois que nous avons réussi quelque chose d'important. Nous n'avons pas seulement changé la façon de dresser les chevaux. Nous avons montré qu'une autre relation était possible, une relation basée sur la compréhension mutuelle. » Le projet international se concrétisa rapidement, mais Marie insista pour que chaque centre conserve une taille modeste et une approche personnalisée. Les formateurs devaient passer du temps à Dombes, comprendre l'essence de la méthode avant de la transmettre. Claire Moreau elle-même devint une collaboratrice précieuse, apportant son expertise technique tout en embrassant la philosophie empathique de Marie. Le docteur Rousseau continua ses recherches, découvrant de nouvelles facettes de la communication homme-cheval. Son équipe développa des protocoles permettant d'identifier et de cultiver les capacités empathiques chez les futurs instructeurs. Ce que Marie nous a montré, écrivit-il dans son rapport final, c'est que la vraie expertise ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à créer des liens authentiques. L'histoire de Marie Leclerc, la jeune fille de Dombes qui parlait aux chevaux, devint bien plus qu'une simple success story. Elle marqua le début d'une nouvelle ère dans la relation entre l'homme et le cheval, prouvant que la douceur et la compréhension pouvaient être plus puissantes que la force et l'autorité. Alors que le soleil se couchait sur les prairies de Dombes, Marie regardait Espoir s'approcher tranquillement d'elle. Dans leurs yeux se lisait toujours cette connexion spéciale, ce lien mystérieux qui avait tout déclenché. Elle savait maintenant que son don n'était pas destiné à rester unique, il était fait pour être partagé, pour inspirer une nouvelle génération à voir les chevaux non pas comme des créatures à dompter, mais comme des partenaires à comprendre. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire extraordinaire de Marie Leclerc vous a touché et inspiré. Pour continuer à explorer le monde fascinant de la connexion homme-animal, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires avec impatience.